Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière émission de Mêlée à 5, l'émission qui traite de la Coupe du Monde de rugby 2019 qui s'est soldée sur une victoire finale de l'Afrique du Sud 32-12 face aux Anglais. Désolé Tom, mais bon, c'est le rugby, c'est la vie. Donc Tom qui va nous présenter la mêlée dans son souci du détail, le dernier de l'année. Anthony L'Ancien, vous n'allez pas faire de carton rouge parce qu'aujourd'hui vous allez laisser votre place à Mathieu Agro qui fera un 15 type de la compétition. Et Enzo Zanchi, comme tous les autres chroniqueurs, vous allez nous présenter votre moment de la Coupe du Monde. Et sans plus tarder, on va commencer avec le 15 type de Mathieu Agro. Et donc Mathieu, beaucoup de prétendants à ce 15 type, vous avez décidé de sélectionner que des demi-finalistes, en tout cas pour la partie des avants. Oui, pour la partie des avants, j'ai pris une première ligne avec Moody, le néo-zélandais pilier gauche de cette équipe demi-finaliste, donc, que j'ai décidé de récompenser pour ses capacités de coureur. Il a inscrit 2 essais lors de cette phase de poule, dans un superbe essai de 25 mètres. Après, on oppose de talonneur Jamie George, le talonneur de l'équipe anglaise, qui a été très impressionnant, notamment en lancer de touche. Après, Malherbe, le pilier droit de cette équipe sud-africaine, qui a éteint Vunipola en mêlée fermée. Au poste de seconde ligne, j'ai pris donc en numéro 4 Maro Itoje, le Factor X, c'est ça, donc je ne bâtarderai pas plus dessus, mais c'est bon, un véritable poison, notamment dans les molles. Au poste de numéro 5, un autre poison, Alun Wyn Jones, 134 sélections avec cette équipe galloise, donc le capitaine du 15 du Poireau, véritable poison en défense, dans les rucks, en mêlée. Alun Wyn Jones, c'est un des joueurs les plus réguliers depuis de toute cette décennie, sans doute. Et il a sans doute, sans doute pas fini à 34 ans. On sait qu'en seconde ligne, c'est un poste où on peut avoir beaucoup de longévité. Donc peut-être le voir en 2023, c'est possible pour cette équipe galloise. À voir. Après, au poste de troisième ligne, là, il y a débat forcément parce que Curry et Underling, les 2 troisième lignes de cette équipe anglaise, ont beaucoup satisfait. Voilà, c'est ça. Très très bon en plaquage. Mais moi, j'ai décidé de prendre Savea, que j'ai trouvé très très bon. C'est pour moi le meilleur All Black de cette compétition, Hardy Savea, qui a marqué le seul essai de cette équipe néo-zélandaise face à l'Angleterre. Il est très bon en attaque, il sait tout faire, il sait faire jouer ses coéquipiers, il sait franchir. Il a montré qu'il était très doué techniquement, le joueur des Hurricanes. Voilà, Hardy Savea, oui, très très bon en défense également. Il a éteint CJ Stander en quart de finale, qui est quand même un des tout meilleurs 8 au monde face à cette équipe irlandaise. Donc après, au poste de numéro 8 et numéro 7, j'ai pris 2 Sud-Africains. Dutoit, qui vient d'être élu meilleur joueur au monde, qui a donc réalisé des superbes performances. Lui, c'est véritablement un cauchemar pour toutes les charnières au monde. Il a éteint Ford et Youngs, donc il est vraiment impressionnant pour sa capacité de lecture dans la défense. Après, en numéro 8, j'ai pris Vermeulen, qui avait été moyen jusqu'en finale, mais impossible de ne pas le mettre au vu de sa prestation en finale. C'était le MVP de cette finale, l'ancien joueur de Toulon. On l'a jamais vu aussi fort à 33 ans en attaque. Il est puissant à 1 contre 1, il est impressionnant au sol. Donc vraiment, c'était une véritable satisfaction pour cette équipe Springboks. Bon, maintenant, on va passer aux 3 quarts. Les 3 quarts. Voilà. Alors, pas de surprise apparemment, si ce n'est au poste de 3 quarts centre. Voilà, c'est ça. Au poste de 3 quarts centre, il y a forcément débat parce qu'il y a eu beaucoup de centres de numéro 13 qui ont véritablement percé lors de cette finale, lors de cette phase finale, excusez-moi. Au poste de la charnière, donc j'ai pris les 9 et 10 sud-africains, De Klerk et Pollard. De Klerk parce que c'était véritablement un chien de meute. Un 9e avant. Le numéro 9 parfait pour cette équipe sud-africaine. Peut-être la meilleure conquête de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est ce paquet d'avant sud-africain. De Klerk, donc, ça a été le numéro 9 parfait pour les Springboks. Il a inscrit un essai face au Japon en quart de finale. Voilà, donc une superbe qualité de passe. Après, j'ai pris Pollard en numéro 10 pour sa capacité à répondre présent dans les bons moments, dans les moments les plus tendus du match, notamment en pénalité. Il a, je crois, réalisé plus de 90% sur son jeu au pied. Meilleur réalisateur, voilà, c'est ça, meilleur réalisateur de la Coupe du Monde avec 69 points au pied. Donc il a été un fort des Farrell en finale grâce à sa capacité de jeu au pied d'occupation. C'était quand même pas à gagner d'avance, sachant que Ford et Farrell, qu'on va retrouver au poste de numéro 12 d'ailleurs, sont vraiment précieux au pied. Farrell, donc deuxième meilleur réalisateur de la compétition avec 58 points. Donc le 3 quarts qui a le plus plaqué lors de cette Coupe du Monde. Owen Farrell, c'est sans doute le meilleur joueur de ces 3 quarts anglais depuis maintenant de très longues années. Il a été repositionné en 12, forcément ça a fait débat, mais bon, il y a quand même un très bon 10 du côté de ce 15 de la Rode avec George Ford. Voilà, peut-être qu'il faudra le repositionner en 10.
c'est quelque chose à voir, mais Owen Farrell a été très bon lors de cette Coupe du Monde. Malheureusement, en finale, il n'a pas réussi à faire la différence. Au poste de 13, donc du coup, j'ai pris C'est là la surprise. voilà, Dea Allende, que j'ai trouvé très très bon au Pays de Galles et face au Japon. Bon, ça a été le meilleur joueur face au Pays de Galles, très clairement. C'est véritablement la surprise pour moi. Donc c'est pour ça que je tenais beaucoup à le mettre. On le rappelle, il va donc filer du côté du Munster la saison prochaine. Donc on pourra le voir fouler les pelouses européennes cette saison. Mais Dea Allende, pour moi, à 28 ans, il a totalement explosé. C'était quand même un joueur assez méconnu. Il est présent quand même dans le groupe sud-africain depuis 2015. Donc vraiment, c'est un joueur qui a prouvé qu'il méritait sa place de titulaire dans cette équipe vainqueur. Ensuite, on va passer au triangle d'arrière. Donc là, il y avait forcément débat au niveau des ailiers parce que j'aurais pu prendre les deux de l'équipe du Japon qui étaient vraiment, qui ont fait des superbes performances. Mais j'ai préféré prendre Josh Adams qui a fini meilleur réalisateur, meilleur marqueur d'essai de cette Coupe du Monde. Qui a donc sorti Shane Williams, la légende galloise des tablettes en Coupe du Monde, 7 essais inscrits. Encore Meilleur. daté de 2003, Oui, voilà, c'est ça. En Australie, il a mis 6 et là 7. Il était à un essai des recordman, John Alomou, Savea. Donc 18 franchissements pour lui, c'est le meilleur franchisseur de cette Coupe du Monde. Après, de l'autre côté, il y avait débat aussi, mais j'ai préféré prendre Chelsea Nkobi. On l'a vu, c'est quand même c'est le détonateur de cette attaque sud-africaine. Il avait quasiment aucun ballon à se mettre sous la dent lors de cette finale. Et là, on le voit en une action. 2 ballons touchés. 2 ballons touchés et un essai phénoménal, vraiment. On en reparlera peut-être, mais Chelsea Colby, c'est un des tout meilleurs attaquants au monde. Et il le prouve de plus en plus. On le verra encore cette saison avec le Stade Toulousain. Mais une année pleine pour lui, forcément. Et au poste de 15, j'ai quand même voulu garder Bowden Barrett, qui a été repositionné pour cette Coupe du Monde, qui d'habitude joue 10, le meilleur joueur au monde en 2016 et 2017. Il a quand même impressionné par rapport à ses capacités d'accélération. C'est le deuxième meilleur franchisseur du tournoi et celui qui a eu le plus de courses ballon en main, avec 86 courses. Bowden Barrett qui est capable du meilleur comme du pire, mais qui est capable de donc produire cette petite étincelle qui malheureusement dans les pires moments a manqué à cette équipe néo-zélandaise. Voilà, j'espère que vous êtes satisfait. Je pense qu'il a fait le tour. Il a été très complet, Mathieu Agro. Je ne vais pas vous faire réagir parce qu'il a été très très long, mais très très clair. Merci Mathieu. On va passer tout de suite au SDD, le souci du détail de Tom Ivy. Et le souci du détail cette semaine, Tom, c'est la mêlée. Un petit point sur le règlement pour expliquer tout ça d'abord. Oui, on va faire un petit point sur le règlement parce qu'on sait que la mêlée, c'est une partie incomprise du jeu. Peu de membres le comprennent. Effectivement, même les arbitres, on sait que c'est vraiment très dur à apprivoiser cette partie du jeu. Donc on va faire un petit point et on va schématiser bien sûr parce que pour les amateurs du rugby, c'est plus simple comme ça. La mêlée ordonnée est donc un moyen de reprendre le jeu suite à une infraction mineure, un en avant ou une passe en avant, mais aussi lorsque le ballon est bloqué dans un mol ou dans un ruck. Donc c'est donner structure à une partie du jeu qui est donc déstructurée. Donc la mêlée, c'est la force, mais pas que. Oui, c'est la force, mais pas que. C'est aussi toute une technique, mais aussi une intelligence pour les premières lignes et tout le pack des avants. On sait que les avants et les premières lignes modernes essayent de dominer leur adversaire. On a vu avec l'Afrique du Sud donc ce week-end, quand on domine la mêlée, on domine le match, tout simplement. Du coup, c'est quoi le rôle de chaque joueur dans cette mêlée? C'est un petit peu compliqué, la question, elle est pas simple, mais on va essayer de faire un petit point. On va commencer par la première ligne, le pilier gauche. En effet, le pilier gauche se doit d'être gainé. Toute la difficulté, c'est donc de compenser le vide de son épaule gauche qui, lui, n'est pas au contact de la mêlée. Et donc, il va essayer de ne pas écrouler, parce qu'on sait que quand un pilier gauche recule, toute la mêlée recule. Ensuite, pour le pilier droit, c'est un petit peu plus complexe, parce que lui, il a la tête placée entre le pilier gauche et le talonneur en face. Et lui, il va essayer de, bien sûr, se stabiliser la mêlée. C'est la roche de cette mêlée. Comme le pilier gauche, si le pilier droit recule, la mêlée recule. C'est un petit peu leur rôle pour les piliers, donc vraiment de stabiliser toute la mêlée. Et maintenant, le talonneur, comme le nom l'indique, il talonne le ballon, oui, mais aussi il contrôle la mêlée, et c'est lui qui déclenche la poussée donc, de toute l'équipe. Et les deuxième ligne. Et les deuxième ligne et troisième ligne, c'est eux qui vont gérer la poussée donc des premières lignes. Ils vont retenir jusqu'au commandement de l'arbitre. On a vu ce week-end avec Jérôme Garcès au sifflet. Dès qu'il rentrait au contact, on voyait Vermeulen qui retenait ses deuxièmes lignes, et aussi également Colisi et Dutoit qui retenaient les premières lignes. Toute la poussée de la première ligne va être régulée par les deuxièmes lignes et les troisièmes lignes. Donc les deuxièmes lignes sont liées entre eux, ils ont la tête entre le talonneur et le pilier.
et, les troisièmes lignes, elles, vont avoir la main sur les deuxièmes lignes et vont retenir les piliers. Et le 8, lui, va contrôler tout de derrière et retenir tout. Comme ça, la poussée, elle peut se faire tout d'un coup. On sait qu'une mêlée, c'est tout un pack, c'est toute une technique, c'est tout un travail d'équipe. Et pour gagner un match, il faut que la mêlée soit bien huilée, tout simplement. Comme disent les Anglais. No scrum, scrum, no no win. win. Effectivement, Exactement. c'est un petit peu paradoxal parce que les Anglais, ils se font dominer dans ce secteur-là samedi. Mais oui, comme le disent si bien les Anglais, on ne peut pas gagner sans mêlée, tout simplement. Et du coup, comment ils ont fait pour gagner ce match, ces Sud-Africains? C'est en mêlée. Oui, c'est en mêlée, en remportant 11 mêlées sur 11, donc ce 100% des Sud-Africains dans ce secteur de jeu qui a vraiment montré la supériorité physique des Springboks ce week-end. Les Anglais avec que 3 mêlées, certes ils ont fait un 100%, mais ça montre un petit peu 3 mêlées sur 3, c'est loin des chiffres des Sud-Africains samedi matin à Yokohama. En effet, dans une finale de Coupe du Monde à ce niveau-là, tous les points au pied sont très précieux. Et quand les Anglais donnent des pénalités, c'est au nombre de 5 sur les mêlées ce week-end. Quand ils donnent des points au pied, notamment avec Pollard, qui est un botteur exceptionnel, c'est dur de revenir quand on encaisse des points si facilement que ça. Et ce qui a sûrement donc fait la force de cette équipe, c'est la préparation en mêlée. Et Rassi Erasmus devrait être très content de cette performance-là du paquet d'avant. Il a su compter sur André Pollard qui a fait un 100% au pied, qui a du coup bonifié toutes ses pénalités en mêlée. Et du coup, les Sud-Africains qui ont bâti leur victoire finale, ils sont champions du monde. Mais une question, un débat rapidement, parce que pour certains, c'est un petit peu chacun son avis. Est-ce que l'Afrique du Sud, même si elle est championne du monde, est réellement la meilleure équipe du monde? Anthony, pour commencer. Assurément, oui. S'il y a une Coupe du, ah oui. S'il y a une Coupe du Monde, c'est évidemment pour savoir quelle équipe est la meilleure du monde actuellement. C'est sans aucun doute les Sud-Africains, ils l'ont démontré tout au long de cette compétition. Ils ont également été sacrés champions du Four Nations cette année, donc c'est une grande année pour ces Springboks. Et puis il y a aussi eu cette consécration lors des World Rugby Awards. On a vu Rassi Erasmus sacré meilleur entraîneur, Du Toit sacré meilleur joueur du monde. Donc on a tous été unanimes ici pour dire que c'était l'équipe sûrement la plus complète de cette année et de cette édition de la Coupe du Monde. Donc pour moi, c'est pas une surprise de les voir sacrés et c'est évidemment la meilleure équipe du monde actuellement. Petit bémol, et peut-être là où on juge les grandes nations, c'est qu'ils battent pas les All Blacks depuis de nombreuses années maintenant. Oui, c'est ça. Alors après, équipe complète, peut-être je vous l'accorde, mais équipe la plus performante au niveau du jeu, ça, j'en suis pas sûr quand même. On s'est vraiment c'est pas efficace. emballé. Oui, forcément que c'est efficace, c'est le pragmatisme sud-africain là qui prime, mais on s'est pas vraiment emballé sur leur quart de finale et leur demi-finale face au Japon et au Pays de Galles. Après, bien sûr, l'Afrique du Sud a répondu présent dans les moments tendus, donc elle a réussi à battre cette équipe anglaise, mais pour moi, l'Angleterre avait quand même un jeu beaucoup plus offensif, beaucoup plus tourné vers le jeu de mouvement, ce qui se fait dans le rugby moderne. Pour moi, l'Afrique du Sud, aujourd'hui, ce qu'elle a montré, c'est quasiment la négation du rugby moderne, en fait. C'est sans cesse de la conquête, souvent des jeux en une passe. Et bon, après, on l'a vu avec Chessin Colby, qui est lui capable capable de faire des différences, mais c'est un des seuls qui peut le faire. Du côté de ces Springboks, et pour moi, je trouve ça un peu décevant de ne pas avoir une équipe avec un jeu aussi bien huilé que celui du 15 de la Rose depuis maintenant plusieurs années, gagner cette Coupe du Monde. Et en plus, on l'a vu avec Enzo, les Sud-Africains ont terminé deuxième de poule. C'est la première fois qu'un champion du monde a fini deuxième de sa poule derrière les All Blacks. C'est ça, moi je suis plutôt d'accord avec Anthony pour dire que je pense qu'il mérite très bien le titre de champion du monde. Certes, c'est pas une équipe qui a concentré son jeu sur la passe, sur le mouvement comme pouvaient le faire les All Blacks par exemple. Mais en tout cas, ils ont joué leur jeu, ils ont utilisé leur force. D'ailleurs, la force, la puissance, la conquête, c'est leur qualité. Ils ont joué là-dessus. Ils sont très très complets. On a vu Pollard au pied très très fort. Ça leur a beaucoup aidé d'ailleurs en finale. Derrière, ils sont très très complets aussi. Et devant, ils sont très très forts. Et on peut dire que Très puissant. c'est grâce à ça qu'ils ont gagné leur troisième titre de champion du monde. Mais ils ont gagné, donc vous le disiez, un 4 nations, Four Nations, réduit pour cause de Coupe du Monde. Il n'y a pas eu les matchs aller-retour. Est-ce qu'on peut vraiment les juger là-dessus, Tom? Je pense qu'on peut les juger là-dessus parce que c'est pas eux qui ont décidé du calendrier, Oui, bien sûr, mais- et ils ont joué les matchs qu'ils avaient à jouer, ils ont gagné les matchs qu'ils avaient à gagner, et ils ont donc remporté ce Four Nations. Et c'est peut-être pas la plus belle équipe à voir, mais au final, ils ont quand même remporté cette Coupe du Monde. Donc les résultats doivent passer avant la beauté et l'esthétique, j'ai envie de dire, du rugby moderne. Ils n'ont pas essayé de réinventer le rugby, ils sont basés sur leurs points forts, sur les petits détails, sur la conquête. Et
l'Afrique du Sud, même si on ne les aime pas, pour moi, c'est la meilleure équipe du monde. Un titre de champion du monde qu'on ne conteste absolument pas, hein. Les Sud-Africains ont su gagner cette compétition, mais après un rapport de force qui n'est peut-être pas le même que les All Blacks dans les années 2015-2011 quand ils gagnaient la Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde, vous l'avez aimée, vous avez tant vibré, ça va nous permettre de savoir ce qui a été votre moment de cette Coupe du Monde. Ces moments forts de cette Coupe du Monde, vous les avez tous retenus, chacun a inscrit un petit mot sur son papier, et Enzo, vous avez décidé de retenir un moment post-Coupe du Monde, parce qu'une Coupe du Monde, ça ne commence pas forcément au coup d'envoi, ça commence aussi avec la préparation. C'est ça, j'ai décidé de retenir cette photo impressionnante du 15 de Rassi Erasmus. Cette photo où on les voit tous gainés, solides sur la photo, que ce soit les avants ou les arrières, il n'y en a pas un qui est plus maigre On ou, ne fait pas la différence, ou d'ailleurs. plus Qui est gras que l'autre. 34, qui est avant, on ne sait pas. Exactement, et je pense que ça a été un élément déterminant de leur victoire parce que la préparation c'est un élément clé d'une Coupe du Monde, et je pense que grâce à ça ils ont pu développer de la force, de la puissance, ils ont pu enfoncer tous leurs adversaires, et on a vu ça notamment pendant les mêlées où le défi physique était incroyable, et du coup on a vu la différence entre par exemple l'Angleterre et l'Afrique du Sud. C'est là où je pense que la préparation a eu du moins des conséquences positives. Exactement. Et du coup, je voulais revenir sur quelques chiffres de l'Afrique du Sud pour montrer que leur physique, ça a beaucoup joué dans cette Coupe du Monde. L'Afrique du Sud, c'est 262 points inscrits dans toute la compétition. C'est 89 percées, donc juste pour souligner le côté athlétique, notamment des arrières. Et c'est aussi 818 plaquages, donc c'est la troisième nation qui est la plus plaquée, derrière les All Blacks et le Pays de Galles. Et voilà, Pays de Galles qui n'a pas été en finale et qui était défait par les All Blacks assez sévèrement en petite finale. Vous, Anthony, le moment que vous retenez, c'est ce trophée soulevé par Siaya Kolisi. Effectivement, c'est le moment que j'ai retenu parce que c'était un moment historique. Déjà parce que c'est le clap de fin de cette Coupe du Monde, c'est la fin de 6 semaines de vive émotion. Ça vient clôturer cette 9e édition. Et puis surtout parce que c'était un moment historique, c'était la première fois qu'un capitaine noir de l'équipe d'Afrique du Sud soulevait ce trophée. Donc beaucoup ont fait le parallèle avec 1995 et ce moment dont on se rappelle, on n'était pas nés mais on s'en rappelle, avec Nelson Mandela, avec Madiba. Et c'est vrai que c'était fort parce que c'est un symbole pour toute cette nation arc-en-ciel qui avait besoin de se retrouver autour d'un élément comme le sport et notamment le rugby, qui est un sport majeur en Afrique du Sud. Donc voilà, et puis surtout cette année, au coup d'envoi, il y avait 6 joueurs noirs qui étaient alignés par Rassi Erasmus. Pour rappel, en 1995, il n'y en avait qu'un, c'était Chester Williams, le regretté, qui nous a quittés il y a peu. Et en 2007, il n'y en avait que 2. Donc là, ça montre quand même l'évolution qu'il y a au sein de cette équipe Springbok qui n'est plus désormais réservée qu'aux Blancs. Et puis surtout, il y a cette image à la fin avec Siya Kolisi et ses 2 petites filles dans les bras, ces 2 petites filles métisses, où il vient retrouver sa femme qui est blanche. Donc ça montre quand même l'évolution qu'il y a au sein de l'Afrique du Sud. Et puis surtout, il y a cette interview aussi avec Bryan Habana, on a vu très ému, les larmes aux yeux, qui pleure presque, qui est très fier pour son pays et pour tout ce qu'il y a avec. Très belle, très très belle évolution. Pourquoi pas faire un Invictus 2 parce que le premier Invictus était très beau, il nous avait tous beaucoup marqué. Ce qui vous a marqué, vous, Mathieu, c'est la première mi-temps des Bleus face aux Gallois. Oui, la première mi-temps des Bleus face au Pays de Galles et plus globalement en fait la prestation des Français lors de cette Coupe du Monde. Pour moi, en tout cas, cette équipe de France et son niveau de jeu ont fait lever tous les doutes qui subvenaient en eux lors de cette préparation finalement, parce que la France a fait des résultats très décevants lors des mois qui ont précédé cette Coupe du Monde. On ne s'attendait même pas à ce qu'ils se qualifient finalement en quart de finale face à cette équipe argentine qui est toujours redoutable dans tous les mondiaux qu'ils ont fait. Donc ils ont réussi lors du premier match quand même à s'imposer, de peu mais à s'imposer quand même. Pour moi, la France a vraiment un avenir radieux qui s'offre à elle. Elle a mis en place déjà la nouvelle génération avec Ntamak qui a fini d'ailleurs meilleure révélation de l'année. Donc pour moi, je retiendrai cet essai de Charles Olivon face au Pays de Galles, un essai de première main fait par les Ticha de Vinerimi Vakatawa et par la Grinta de leur charnière Dupont-Ntamak pour servir Olivon. Donc un essai fabuleux qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps de la part de cette équipe de France. Et donc voilà, pour moi, l'équipe de France a prouvé qu'elle pouvait faire partie du gratin mondial malgré son quart de finale qui n'est pas forcément un résultat historiquement bon pour le 15 de France. On ressent peut-être déjà la patte Fabien Galtier. En tout cas, on aura les réponses dans le prochain 6 Nations. Tom, vous, c'est peut-être la finale que vous auriez dû jouer, c'est face aux All Blacks. C'est ce moment que vous retenez, cette victoire des Anglais.
Oui, malheureusement, les Anglais n'ont pas su faire la même performance ce week-end face aux Sud-Africains, mais c'est vrai que ce match face aux All Blacks, pour moi, c'était un moment incroyable de vivre. C'était tout simplement, je pense, le meilleur match anglais en 4 ans. C'était un peu toute la préparation qui vient pour les Anglais, un match où tous les 23 joueurs, pas que les 15 qui ont commencé, mais tous les 23 joueurs étaient tous synchronisés, tous sur la même longueur d'onde, qui jouaient tous l'un pour l'autre, et c'était un très très beau match à voir. Et les All Blacks n'ont pas vu le jour tout simplement dans cette partie. Et avec le haka aussi, la réaction face au haka en début de match aussi, qui vient donner le temps à ce match. Les Anglais qui se mettent un peu comme les Français, en forme de V inversée. Certes, ils s'en pris une petite amende derrière, mais 2000 euros, ça va. ouais, ça Après, pourrait les être. finances anglaises, apparemment, ça ne va pas très bien en ce moment, mais Il y a quelques pense que petits de- soucis. Ouais. je pense que 2000 euros, ça devrait aller. En tout cas, avec cette réaction au tout début qui donne le temps pour le match derrière, pour moi c'était un moment marquant. Bien sûr, il y en a d'autres. On peut parler du Japon, on peut parler aussi de cette victoire sud-africaine, comme l'a dit Anthony, qui est tout simplement incroyable. Mais pour moi, c'était un moment marquant pour l'Angleterre et pour cette Coupe du Monde. Et un moment marquant dans Mêlée à 5, c'est le quiz. On va voir qui a gagné le quiz final. Et pour ce quiz, on va rééditer comme la semaine dernière. On va faire 3 parties pour ce quiz. Tout d'abord, on va faire le chiffre de la semaine. Ensuite, on va faire le qui est. Donc, je me décrirai, je serai quelqu'un et vous devrez trouver qui je suis. Et pour terminer, on fera le vrai ou faux. Messieurs, bonne chance. Et le chiffre de la semaine, attention, ne vous battez pas, c'est 33 000. C'est le nom, c'est en euros. Exactement. C'est le prix des dégâts des joueurs uruguayens dans un bar japonais après le match contre le Pays de Galles. Je suis très étonné que quelqu'un ait trouvé ça parce que j'ai vu cette information insolite cette semaine. Bravo Anthony, je sais pas comment vous l'avez vu aussi, mais donc du coup c'est les Uruguayens qui ont fait des dégâts, c'est ça? Ils sont sortis après leur match contre le Pays de Galles dans un bar et puis ils étaient sans doute un petit peu alcoolisés comme bon nombre de Alcool qui est rugbymen à consommer bien évidemment. avec modération. Avec modération. Et ils ont fait des dégâts, je crois qu'ils ont cassé un ordinateur et Des platines aussi. ouais, des platines de DJ. Enfin, Des bouteilles, voilà. Bon, 33 000 euros, ça fait cher quand même. les Uruguayens, voilà, qui ne se sont pas gênés de s'amuser. Voilà, très clairement. Mais bon, c'est. C'est Ça les valeurs fait de partie l'OL. Tout amusement a un prix, bien évidemment. Donc, le qui est, très rapidement, je suis un joueur du top 14. J'ai participé à la Coupe du Monde. Je suis revenu Ben avec quelques kilos. C'est Ben Ah Tameifuna. oui, oui, oui. C'est exactement ça. Donc, est-ce que vous avez bien évidemment l'anecdote? Est-ce que vous pouvez la raconter encore une fois? Anthony qui a toutes les réponses. Ben Tameifuna, le joueur du Racing 92 qui est revenu du Japon avec une petite surcharge pondérale, une petite légère, elle est très légère. Donc il est revenu avec plus de 60 kilos, ce qui est évidemment hors 160. 160 kilos, oui. Oui. J'ai dit combien? 60. Mais Ah, j'ai dit- 160 ouais, kilos, non, effectivement, c'est 60 kilos un pour un petit peu pilier, c'est un petit peu léger. Ouais, non, 160 kilos. Donc il est revenu, il est complètement hors de sa masse qui est normalement autour de 140. Donc voilà, c'est évidemment trop pour le faire jouer. C'est un joueur qui, à l'habitude, c'est pas son premier excès. Lors de l'intersaison l'année dernière, je crois qu'il était revenu avec 166 kilos. Oui. Donc Il Il s'est a pris une bien amende. mangé. ouais, Il s'est pris une amende d'ailleurs par Il le s'est club, pris non une amende et Et le en Racing travers- 92 a donné une information disant qu'il ne pouvait pas jouer un match de top 14 avant qu'il retrouve Ouais. son poids de forme, donc Laurent 40 Travers kilos. a vite remis les points sur les i. Et très rapidement, pour terminer ce quiz final, le vrai ou faux. Vrai ou faux, Anthony a gagné le quiz. Je pense que c'est vrai pour toi. Anthony a gagné le quiz final. Vous êtes notre champion de mêlée à 5. Émission qu'on espérera refaire très bientôt. Ça a été un grand plaisir de tourner avec vous. Cette Coupe du Monde qui est terminée. Et pourquoi pas revenir pour le prochain 6 Nations. Je voudrais remercier Valentin Dupont qui était à la régie et qui fera aussi le montage, qui nous a un petit peu sauvés. Andrea Iberti qui était à la réalisation et Alexis Gilly qui a fait tous les montages derrière vous. Cette magnifique affiche de mêlée à 5. Moi je vous retrouve avec toute l'équipe très prochainement. À bientôt. Bravo l'équipe.